Lorsque vous parlez par exemple de la décolonisation alimentaire, de la politique agricole et autres, est-ce que vous pensez qu'avec le nombre de bouches à nourrir sur le continent, on peut se fonder sur nos techniques agricoles aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins? Non, je n'ai pas parlé de techniques agricoles. Les techniques agricoles, je crois qu'il faut commencer par les paysans qui sont à 70% producteurs. Il faut que l'État s'investisse à créer les conditions à ces paysans-là pour aller de l'avant. J'ai donné l'exemple de Rawlins qui a créé une banque agricole. Et chaque année, il fait la fête nationale agricole. Il a fait la promotion des agriculteurs traditionnels et qui sont devenus de grands agriculteurs. Et vous prenez Houphouët-Boigny, par exemple, quel que soit l'enjeu, quel que soit son impact sur la division des populations en Afrique, mais chez lui, il a orienté très tôt les populations vers les terres. Aujourd'hui, grands producteurs de cacao, des grands planteurs, vous allez en Côte d'Ivoire, le villageois, il est milliardaire. Il n'a pas besoin de venir en ville. Vous lui dites, est-ce que vous voulez être ministre de la République? Il dit, pourquoi? Moi, la terre me nourrit déjà, ça suffit. La terre ne m'a pas nourri. Et nous avons suffisamment de terre. Vous avez suffisamment de terre. Quand tu regardes le potentiel terre, hein, vous imaginez, je dis souvent, il n'y a aucune industrie sur la terre qui dépasse la terre. Vous prenez une graine de maïs, vous confiez à une terre. 3 mois après, vous revenez. Cette graine vous donne 1000 graines. Je dis 1000 graines. Le maïs donne 1000 graines. Le blé, une graine de blé en 5 mois donne 2500, 2800 graines. Une seule graine. Si vous mettez 100 graines de maïs à terre, vous avez 100 000 graines en 3 mois. Ça fait 100 000% de rendement. Mais on n'a pas enseigné l'agriculture aux agronomes de cette manière-là. On nous a enseigné l'agriculture en dévaluant la terre, en dévaluant la fonction paysanne. Et du coup, tout le monde veut devenir accouré. Alors que, je dis, dans un rendement, je préfère être au service de quelqu'un qui me permet d'avoir un rendement de 100 000% en 3 mois. Vous voyez, si tout le monde pourrait comprendre ça, regardez un bananier debout, un manguier debout, c'est un noyau qui est allé en terre pour donner des milliers de mangues tous les ans et pendant 20, 40 ans. Au fait, il faut prendre conscience de ce que c'est que l'agriculture, de ce que c'est que ce potentiel, quoi. Et donc, ça les cultures OGM, ça les techniques... OGM. Les OGM, c'est de l'aberration. Il faut d'abord qu'on commence par mieux utiliser nos terres. Les terres, on les a appauvries. Vous voyez, les pays africains ont mis en place des systèmes d'administration qui grugent, quoi. Tous les pays, ils grugent du haut vers le bas. Les États grugent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Les fonctionnaires à leur tour grugent l'État par la surfacturation, la corruption et les projets dits de lutte contre la pauvreté. Mais qui, au fait, ne lutte contre la pauvreté des cadres? Les deux se mettent ensemble pour gruger les paysans en achetant moins cher leur production. Les paysans, à leur tour, grugent la terre en tirant de la terre toute leur production sans rien donner à la terre. Ils tirent de la poule toute sa production sans rien donner à la poule mère. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? La terre arrête de donner de la production. La terre se met en grève comme les fonctionnaires grèvent. Vous voyez, les poulets se sont mis en grève, les animaux se sont mis en grève et ils sont allés jusqu'à réduire leur masse corporelle pour s'adapter à la misère que les paysans leur ont imposée. C'est le diagnostic de la pauvreté. Et si on veut renouveler, si on veut changer la tendance, il suffit de retourner à la terre ce qu'on lui a volé. Et la terre nous le dit tous les jours. Quand vous mettez de l'ordure quelque part et que vous allez semer là-dessus, vous avez un rendement exponentiel. C'est-à-dire, c'est le mode de gouvernance agricole qu'il faut changer. Donc vous êtes dans la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous imaginez, on a des paysans africains, béninois. Tous les paysans africains à peine travaillent 3 heures par jour et 5 mois dans l'année. Ils ont 7 mois de vacances et 21 heures libres dans la journée. C'est aberrant. Pourquoi ne pas leur confier des troupeaux de moutons, des troupeaux de bœufs, des poulaillers à gérer pour l'économie nationale? En principe, chaque paysan doit être un promoteur de richesse pour le pays. Et que les étudiants, on les déconnecte des champs. Alors, on prend, je disais au recteur la dernière fois, quand on a sorti l'élève de son village, il avait 5 ans. 6 ans au cours primaire, il aurait pu produire 3 tonnes de maïs, il n'a pas produit, il a mangé. 7 ans au cours secondaire, il devrait produire 7 tonnes. Il n'a pas produit, il a mangé. 4 ans à l'université, il devrait produire 10 tonnes de maïs. Il n'a pas produit, il a mangé. Et derrière chaque étudiant qui a la maîtrise, il a 20 tonnes de maïs qu'il doit au village. Mais avant,
quand on lui donnait le diplôme, il avait la possibilité de gagner de l'argent et de retourner quelque chose au village. Aujourd'hui, il est dans la rue. Et ça me porte à dire que le système éducatif est un système mercenaire pour tuer l'économie nationale. On ne peut pas engraisser des vaches et les laisser dans la nature. Quand vous formez quelqu'un, c'est pour une fonction. Quand vous formez quelqu'un, c'est pour des besoins économiques. Mais ici, on forme et on jette. Ouais, c'est pas logique. Non, c'est-à-dire que ça vous révolte. Je veux le joindre dans ce raisonnement, c'est extraordinaire. Puisque, bon, moi, je suis en train d'apprendre, c'est lui qui est l'expert. Moi, c'est l'expérience que j'amène sur le plateau. Mais il a posé le problème de la maîtrise de l'eau. Les paysans, ils sont au Sénégal, par exemple. Le paysan travaille 3 mois et il est au chômage pendant 9 mois. Il s'assoit à la maison parce qu'il pleut une seule fois dans l'année et c'est pendant 3 mois. Donc il y a un problème de maîtrise de l'eau. C'est-à-dire que le potentiel eau qui est souterraine et qui coule au Sénégal, si nous maîtrisons, nous pouvons cultiver à toute l'année. Et nous avons suffisamment de terre. Au Sénégal, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Le problème de maîtrise de l'eau se pose. Vous prenez la Centrafrique. Il y a des endroits où il pleut 9 mois dans l'année, constamment. Mais on en fait quoi? Nous n'avons pas un problème de terre en Afrique. Il y en a suffisamment. On a un problème de mental. Il y a un problème de gestion et de vision. Maintenant, parlant de techniques agricoles, par exemple, Dr Babadjili est contre les produits génétiquement modifiés qui quand même fructifient et participent d'abord à un bon rendement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit arrêter ça? Nous pouvons développer nos produits endogènement non modifiés. Nous pouvons les développer en Afrique. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'il faut constater, regardez. Ça accroît quand même la production. Oui, mais nous, c'est pas ça qui va accroître notre production. Nous, ce qui va accroître, c'est de la volonté politique et de l'engagement de l'État à aider, à mettre tout le monde dans ce travail-là. Mais il y a des aides alimentaires qui nous viennent chaque année pour compenser. C'est ce qui n'est pas normal. Vous savez, vous savez ce qui amène tout ça là? Il a dit en parabole, en faisant un schéma qui est formidable, de la pyramide du haut en bas. C'est le système qu'il faut briser. Le système qui nous permet d'aller chercher les financements ailleurs. Alors qu'on a toutes les richesses du monde chez nous. Ce système impérialiste qu'il faut briser. Vraiment, je félicite nos chefs d'État qui se réunissent finalement pour dire qu'ils veulent créer la zone monétaire ouest-africaine, qui est dans le programme, mais ils sont engagés à aller plus rapidement. C'est très bien. On a des boulots de développement qui nous tiennent, qui ne nous permettra pas de faire notre politique de développement. Il faut avoir sa politique monétaire, avoir sa politique agricole, etc., etc. Regardez par exemple, on parle de la terre, n'est-ce pas? Quand on parle de l'agriculture, c'est l'élevage et tout. Prenez nos ressources halieutiques. Comment c'est pillé? On ne trouve même pas du bon poisson à nous nourrir. On a une côte comme ça, mais on n'a pas une entreprise de pêche ici, au Bénin. On n'a pas. Et toute cette côte-là est libre, il n'y a pas d'entreprise de pêche. Vous trouvez ça comme une aberration? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais les pêcheurs viennent de l'extérieur pour pêcher dans nos eaux. Mais on a des chômages. On a nos pêcheurs au chômage. Vous savez, ça dit que c'est une chaîne qui est liée. Je vous ai donné l'exemple, j'ai dit, vous prenez le Sénégal, par exemple, un pays de pêcheurs. Avant, les Sénégalais, il va à 100 mètres, la pirogue est pleine, ils viennent. Les gens sont venus avec les bateaux, ils ont vidé. Finalement, ils ont transformé la pirogue en bateau pour transporter les gens vers l'Europe là-bas. Ouais, pourquoi pas. C'est les conséquences dramatiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut briser ce système d'esclavage économique. Ce qui a provoqué le déclic en ce qui concerne notre combat, c'est simplement une vie de négrophobie institutionnalisée en Occident. Le fait d'avoir connu le racisme dans sa profondeur et dans sa plus grande violence, sa plus grande extrémité, qui m'a poussé à me questionner dès mon plus jeune âge sur la condition de l'homme noir et de la femme noire en ce XXe siècle au départ, puis par la suite au XXIe siècle. Par la suite, je suis rentré dans l'activisme politique parce que je pense que tout le monde sur cette terre a une vocation. Ma vocation était de contribuer à aider les miens parce que quand je vois un Africain ou un Afro-descendant ou un Caribéen, un homme noir ou une femme noire
noirs clairs ou noirs foncés, chrétiens ou musulmans ou vaudouisants, peu importe, qui souffrent, je me sens concerné par la souffrance de ces derniers. Parce que je fais un parallèle entre cette souffrance et la souffrance que j'ai connue quand moi-même j'étais enfant. Et d'ailleurs, je pense que les deux sont évidemment profondément liés. J'ai gravi différents échelons, différentes étapes de ce combat politique, et qui m'a permis de mener ce travail et d'aujourd'hui être audible aux quatre coins du continent, et d'être bien plus compris que ce que l'impérialisme d'Occident voudrait faire croire à bon nombre d'entre nous. Kaby Séba, vous avez beaucoup plus grandi en France, un état de droit quand même. Vous parlez de racisme, ce que vous avez vécu dans votre fond. Qu'est-ce qui explique ce contraste-là? Vous ne voyez pas? Vous savez, l'Afrique du Sud disait qu'elle était un état de droit à l'époque de l'apartheid. Et il y avait en effet... État de droit ne veut pas dire que la loi qui est présente est une bonne loi. Et je vais aller plus loin. La France se présente comme le pays des droits de l'homme. Tous ceux qui ont vécu en France savent que, malheureusement, on peut stigmatiser ce pays à bon nombre d'égards comme étant le pays des droits de l'homme blanc. Les questions de négrophobie structurelle sont présentes. Vous avez même quelqu'un comme Christiane Taubira, avec laquelle je peux avoir bon nombre de désaccords, qui, ministre de la Justice qu'elle était, se fait traiter de sale singe par des autres opposants politiques. Absolument. Je pense que si on ne réalise pas qu'il y a une question de négrophobie en ce XXIe siècle, j'encourage quiconque à aller prendre des lunettes à flelou pour constater la vérité de ce propos, de cette assertion que je donne. Alors Kémy Séba, mouvement politique et culturel valorisant l'Afrique, les Africains et ses descendants. Et social aussi, beaucoup. Et social également. Panafricanisme. Et vous avez créé l'ONG Urgence panafricaniste. C'est quoi? Qu'est-ce qui est urgent? Tout. C'est-à-dire que l'état de délabrement social, sociétal de notre continent africain, le manque de souveraineté intégrale qui est présent, dit toujours qu'aucun peuple ne peut aspirer à être respecté par les autres s'il n'est pas capable de lui-même décider de sa propre destinée. Il se trouve que notre destinée, pour l'instant, est prise en otage à la fois par des élites endogènes et par des élites exogènes. J'entends par élite endogène le fait qu'on ait bon nombre de dirigeants sur le continent africain qui ont décidé de passer des pactes et des accords politiques, économiques et autres avec des forces extérieures que je n'ai pas besoin de citer. Et de l'autre côté, il pouvait en être autrement pour le développement? Il pouvait en être autrement, et ceux qui ont essayé de faire autrement ont été assassinés. Kadhafi en est le dernier exemple. Et par rapport à cette situation, nous avons décidé, plutôt que d'attendre que les élites africaines fassent leur travail, on s'est dit ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Notre ONG est une ONG qui se veut être dans une logique de responsabilisation de la population. Une ONG qui se veut être dans une logique de dire arrêtez de vous plaindre tout le temps de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas en haut lieu et faites à votre niveau ce que vous pouvez faire. Ce qui a fait que, il faut savoir que l'ONG Urgence panafricaniste, qui est probablement l'une des plus actives sur le continent africain au sein de la société civile, sur les questions liées au panafricanisme sociétal, d'accord, parce qu'il y a un panafricanisme idéologique, il y a un panafricanisme élitiste, mais le panafricanisme issu de la jeunesse africaine, issu de la rue, issu du bitume, n'existait pas depuis très longtemps. On a remis cette question au goût du jour. On a remis cela au goût du jour à travers des actions sociales. L'une des premières grandes actions de l'ONG Urgence panafricaniste avait été de mener une campagne de plusieurs mois, de 5 mois environ, contre l'esclavage qui perdure, l'esclavage des Noirs qui perdure en Mauritanie. On a mené une campagne de boycott des produits mauritaniens, et une campagne qui a eu spectaculairement des résultats, puisqu'on a contribué directement ou indirectement à la libération de 8 prisonniers politiques, et on a reçu d'ailleurs le remerciement du leader historique, de la légende de la lutte anti-esclavagiste en Mauritanie, qui est le président Biram Dahabeid. C'est extrêmement important pour nous, à travers cette action, de dénoncer le racisme qui existe aussi dans le monde arabe de manière générale, parce qu'il y a une très grosse hypocrisie sous prétexte que ce sont des gens qui sont eux aussi opprimés par l'Occident, ce qui est vrai. Il y a une très grosse hypocrisie qui consiste à ne pas dire les choses par rapport à ce que les nôtres subissent là-bas. Le deuxième aspect était, dans notre cahier des charges, aborder la thématique de la souveraineté. La souveraineté, elle est multifacette. Elle est plurielle. Il y a la souveraineté militaire, le fait qu'on ait des bases militaires françaises qui soient présentes sur le continent africain, mais que la réciprocité, elle, n'existe pas. Il y a la souveraineté politique. On ne peut pas comprendre que nos dirigeants doivent toujours avoir l'accord de leurs parrains français pour prendre un certain nombre de décisions sur bon nombre de points, qu'ils sont même paniqués, ne serait-ce qu'à l'idée de prendre une décision seule dans une logique de s'autodéterminer. Et puis, il y a l'aspect, évidemment, de la souveraineté économique, monétaire. Et la souveraineté monétaire, qui est caractérisée et illustrée, matérialisée par le franc CFA, il se trouve que depuis des années, depuis les années 80 au XXe siècle, on avait des géants comme M. Pouemi, Tchang Pouemi, qui avaient déjà tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, est-ce que c'est bon de sortir du franc CFA? C'est-à-dire que le monde entier, d'ailleurs, M. Pouemi était plus lu à l'extérieur, et c'est ça le drame, que par les Africains eux-mêmes.
Parce que tous les spécialistes économistes à l'extérieur, qui ne veulent pas être dans une logique de prédation, reconnaissaient que les travaux de Chu Changpomi, puis par la suite de Nicolas Gbou, qui est notre spécialiste et notre conseiller en économie à l'intérieur de l'ONG Urgence panafricaniste, que toutes ces questions qui étaient mises à la surface étaient nécessaires pour le développement du continent africain. Et donc on s'est dit qu'on va sortir cette question économique d'une sphère trop élitiste et la mettre au niveau de la rue et la présenter sous un aspect politique. Parce que ce qui intéresse notre peuple, ce n'est pas le taux de fixité. Ce qui intéresse notre peuple, ce n'est pas de savoir exactement, comment dirais-je, les détails ou les mécanismes liés au franc CFA. Ça, ce sont des détails qui concernent des personnes comme Mamadou Koulibaly, qui sont nos partenaires dans cette lutte, des gens comme Kako Nobuko, qui sont des techniciens, des chirurgiens de cette lutte. Nous sommes des urgentistes et nous voulons rendre intelligible un débat qui auparavant était abscon. Nous allons y revenir plus amplement. On va parler du franc CFA. Voilà, mais Kodjovi... Voilà, puisque vous êtes dans une dynamique de souveraineté, vous avez suivi l'actualité. La France, par exemple, c'est le président français Emmanuel Macron qui estime qu'en Afrique, les femmes font beaucoup d'enfants, évoquant la question des dividendes démographiques. C'est lui qui allait créer le Conseil présidentiel pour l'Afrique et en même temps la Banque mondiale. Qui est un renouvellement de la France-Afrique d'ailleurs. La Banque mondiale qui éjecte de l'argent sur le continent pour pouvoir répertorier les ressources à travers donc la carte à 1 milliard de la Banque mondiale. Toutes ces informations, vous les avez à votre portée. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà, Emmanuel Macron qui conseille aux nôtres de faire moins d'enfants, vous savez, venant de quelqu'un qui n'arrive pas à en faire, je comprends qu'il puisse être en décalage avec nos réalités. Maintenant, il se trouve que chez nous, sans rentrer dans des détails, vous savez, eux ne passent pas leur temps à s'inquiéter de la manière dure dont ils parlent vis-à-vis de nous autres. Il serait temps qu'on cesse de se préoccuper de la manière dont ce qu'on dit est perçu par eux. Préoccupons-nous de nos propres intérêts. Monsieur Macron n'a pas à dire aux Africains et aux Africaines comment elles doivent gérer leur foyer. Ce sont les femmes africaines en priorité qui doivent décider. Certaines ne veulent pas faire trop d'enfants, d'autres veulent en faire beaucoup plus. C'est la liberté de la femme africaine de décider. Et ce n'est pas à monsieur Emmanuel Macron et Brigitte Macron, d'accord, de nous dire exactement, objectivement, ce qui est bon pour nous. Dire cela, je termine juste mon propos, s'il vous plaît, puisque vous voulez comprendre le fond de ma pensée. Dire cela ne signifie en aucun cas que nous sommes des extrémistes, que nous sommes des radicaux. Il ne faut pas qu'on tombe dans la caricature. Il y a un problème en Afrique, qui est qu'on passe beaucoup trop notre temps à nous préoccuper de la manière dont ce que nous pensons peut être perçu par l'extérieur. Préoccupons-nous de nos propres intérêts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne le Conseil pour l'Afrique, c'est un renouvellement... Ce serait bien que vous répondiez à cette question. Mais justement, j'y réponds. Mais j'y réponds, si vous permettez. Quand il a dit la commission de la CEDEAO est devenue son porte-voix, mais parce que la CEDEAO, ce sont les secrétaires de Macron. Parce que la CEDEAO, ce sont les secrétaires de la France-Afrique depuis déjà trop longtemps. Parce que la CEDEAO, malheureusement, ne fait que suivre l'agenda fixé par l'Élysée. Parce que la CEDEAO, au lieu de servir le peuple, vous savez, la définition à la base de ministre, étymologiquement parlant, qu'est-ce que c'est? Ministre vient du latin ministère, qui signifie serviteur. Normalement, les ministres doivent être les serviteurs du peuple. Malheureusement, les gens de la CEDEAO sont les serviteurs, et je le dis comme je le pense, des autorités françaises. Depuis ça, c'est votre vision. Mais évidemment que ce n'est pas la vôtre, puisque c'est moi qui parle. Maintenant, puisqu'on accuse l'Occident parce qu'ils veulent décider pour l'Afrique, alors que même les Africains se mêlent à ce jeu. Non, pas même les Africains, les élites africaines. Je pense que c'est extrêmement important de réagir de cette façon. Vous savez, on ne peut plus tricher aujourd'hui. Au XXIe siècle, Internet a changé complètement la donne. Est-ce que vous avez vu la réaction, justement, des internautes africains et de l'Afrique 2.0 par rapport aux déclarations et aux déclamations, non seulement d'Emmanuel Macron, mais ensuite à la redite complètement hystérique et pathétique, à mon sens et mon point de vue, des membres de la CEDEAO? Eh bien, des parlementaires de la CEDEAO, pas toujours forcément bien élus d'ailleurs, on peut aussi se poser la question dessus, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on ne va pas remonter sur la problématique des élections en Afrique, sinon on risquerait de faire une thèse dessus. Mais ce que je dis simplement, en étant le plus sympathique et gentil possible, parce que je pense à ma famille qui me dit il ne faut pas qu'on pique trop de certains dirigeants politiques, mais je dis toujours quand même ce que je pense. Il y a une évidence. Les dirigeants de la CEDEAO, malheureusement, sont issus d'un logiciel qui est politiquement parlant périmé. Ce sont des gens qui sont nés, qui ont été formés en pensant que la France était le centre de gravité de l'humanité. La nouvelle jeunesse africaine pense que le centre de gravité de son humanité, ça doit être l'Afrique elle-même. Vous savez que notre Afrique n'obéit pas aux mêmes principes en matière d'égrégore que les autres continents. Et surtout au niveau de l'Afrique noire. Il est
prévu dans les dispositions sociologiques chez nous que certaines morts devraient être exorcisées. Et, au nombre de ces morts, par exemple, il y a par exemple la mort par pendaison, la mort par accident, la mort par noyade, la mort par fusillade. Il y a autant de morts qui doivent être normalement périodiquement exorcisées. Donc même s'il n'y avait pas eu de violence au Togo dans les années 60, 70, 80, 90, une nation devrait régulièrement purifier son territoire compte tenu d'un certain nombre de choses qui se passent de façon cyclique. Maintenant, la situation au Togo, il y a nécessité en ce sens que leur commission de vérité, justice et réconciliation a proposé en son article 47 que le territoire soit purifié. Et cette purification-là, ils ont associé et les religions endogènes, et le christianisme, et l'islam. La question qu'on se pose, est-ce que l'islam a développé des normes de purification du territoire qui soient adaptées aux réalités africaines? Ce n'est pas évident. Est-ce que le christianisme a prévu des normes de purification, d'exorcisme qui soient adaptées aux réalités africaines? Ce n'est pas évident. Maintenant, quand on vient au niveau des régions endogènes, est-ce que les normes de purification ont été régulièrement respectées? Parce qu'il y a des étapes pour faire une purification. On va en arriver là tout à l'heure. Je vais demander d'abord au coach Poujon. Depuis 2009, cette commission a été mise en place et a proposé en son article 47, comme le professeur vient de le souligner, cette cérémonie de purification. Mais pourquoi avoir attendu plus de 8 ans après pour procéder à cette cérémonie, selon vous? Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que en 2013, le 21 juillet 2013, j'étais au palais des congrès de Lomé pour une conférence. Il y avait 2700 personnes. Et en pleine conférence, je ne sais pas d'où l'inspiration m'est venue, et je leur disais qu'il y aura désormais des élections sans violence au Togo. Et mes collaborateurs sont venus vers moi pour dire, président, dans 3 jours, on a une élection et nous sommes au Togo. Il n'y a pas d'élection sans... Je dis, je ne sais pas, mais il n'y en aura pas. 3 jours après, je fais les élections. Ça a été la première élection sans violence au Togo. Ensuite, nous avons enchaîné des élections et on pensait avoir fini avec ça. Lorsqu'on a parlé de cérémonie de purification, j'ai dit chiche, l'abondance de biens ne nuit pas, ça ne pose pas de problème. Mais comme le professeur le dit, parce que quand on dit qu'on doit exorciser certains morts, si c'est en privé, si c'est en famille, je peux comprendre. Mais étant donné que nous sommes un État laïque, on ne peut pas ériger ça en gouvernance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le professeur l'a dit, on ne peut pas associer des gens qui se détestent pour dire qu'ensemble, ils vont purifier le pays. C'est-à-dire que vous prenez par exemple les religions chrétiennes, ils ont un regard pratiquement diabolique sur les religions endogènes. Et tout ça, donc, on demande à des gens, c'est comme ça s'est passé au Bénin, des gens ont demandé à des gens de faire campagne pour eux, et ils ont mis ensemble des gens qui ne se saluent pas, qui se détestent pour faire campagne pour eux sur le terrain. Donc je pense qu'il y a, comme le professeur l'a dit, il faut faire attention au fait que vous allez aux États-Unis, par exemple, quand il y a un problème, on appelle un spécialiste. Et on lui dit, voici le problème. Quel est ton mode de traitement du problème? Et le spécialiste, lui, décide avec qui il va travailler pour régler le problème. Mais en Afrique, on mélange des gens qui ont des points de vue diamétralement opposés, qui ne s'entendent sur rien, et on dit qu'ils vont ensemble exorciser. Puisque c'est une nation commune où tout le monde travaille, lorsqu'il y aura des balles, ça ne va pas quand même sélectionner un chrétien, un musulman. Oui, mais que chacun prenne l'initiative. Nous sommes dans des pays où nous avons souvent des initiatives des religions endogènes pour purifier le pays. Nous avons des initiatives des religions chrétiennes pour purifier le pays. Mais qu'on ne demande pas qu'ils se mettent ensemble pour purifier ensemble. Parce que, vous voyez, quand on va faire cette cérémonie de purification, je suis convaincu que si vous écoutez des pasteurs en cette période de purification, ils vont passer tout le temps à porter des jugements sur ce que les autres sont en train de faire. Donc, au lieu de purifier, on est en train de s'affronter, on est en train de se bagarrer. Ça ne peut que produire ce que nous avons eu. Professeur Kofi Yaza, vous commenciez tout à l'heure par évoquer les aspects les plus profonds de cette question-là. Et vous estimez à un moment donné, au niveau des religions endogènes, si tout a été vraiment parfait. Selon vous, à partir de quel bout on doit tirer cette corde? D'abord, je veux sur une phrase, j'ai suivi cette cérémonie, les cérémonies de l'héritage de purification. Certains Togolais ont estimé que c'est du folklore, mais je crois que c'est vrai, c'est du folklore. Parce que on ne fait pas un rituel de purification quand on vient à la télé immoler. Ça, c'est pas à la télé, ça se fait. On vient immoler des moutons pour dire qu'on a purifié le pays. Il y a certains aspects des cérémonies qui n'ont pas été accessibles à tout le monde.
c'est pas évident, je sais de quoi il était question. Vous savez, la dernière cérémonie de purification au Togo remonte dans les années 50. Donc la génération actuelle, très peu maîtrise réellement le rituel. Parce que pendant longtemps, ils ont eu le temps de se consacrer uniquement sur le rituel qui se fait généralement en septembre, le Pessassor qui se fait généralement en septembre. Ils se sont focalisés uniquement sur ça. Pour faire une purification, il faut d'abord identifier l'ombril de la nation. Vous savez, depuis le temps des rois, ça se fait au Bénin, et l'ombril de la nation du Bénin est à Tchéribé, dans le Zou. Juste à la descente du pont du Zou, à gauche, là, c'est là où se situe le nombril du Bénin. Donc, il faut d'abord identifier le nombril de la nation. Et à partir du nombril de la nation, on fait une purification de façon ovale. Et il y a des démarches. Bien sûr, ils ont fait une consultation du Fa, parce qu'il paraît on a suivi les signes. Les explications n'ont rien à voir avec le signe qui est donné, parce que tout va dans le sens d'une politisation à outrance, parce qu'on a compris que, au fait, les acteurs qui ont été associés pour faire le rituel ne sont pas réellement ceux qui devraient faire le travail. C'est ceux qui étaient acquis à la cause du pouvoir en place qui étaient associés. Et c'est ça le mal que nous avons souvent en Afrique, surtout en Afrique noire. Quand l'État veut faire quelque chose, on se concentre sur ceux qui sont pour moi. Mais ce n'est pas évident que ceux qui sont pour toi maîtrisent réellement ce que vous voulez faire. Et si bien que le résultat au bout du rouleau, on ne le retrouve pas. Pour procéder, en dehors de la consultation du Fa, il y a d'abord la maladie qu'il faut renvoyer. Il faut commencer par la maladie. Il faut commencer par renvoyer la maladie. C'est ce que nous appelons Azoï. Et après, il faut rattraper les défunts, c'est-à-dire l'esprit de ces défunts-là qui sont partis de façon brutale. Et ceux-là, quand on finit, on les regroupe par zone géographique. Parce que les rituels au niveau de chaque zone géographique ne sont pas les mêmes. Donc on les regroupe par zone géographique. Et les enfants sont catégorisés, les hommes sont catégorisés, les femmes sont catégorisées. Et maintenant, on utilise des méthodes de condensation de ces esprits-là, c'est-à-dire qu'on les retrouve, on les regroupe, on les piège dans des reliques. Et ces reliques-là sont déposées à des endroits précis, ce que nous appelons généralement les assignes. Mais pour ceux qui sont morts de façon brutale, on ne les met pas ensemble avec ceux qui sont morts naturellement. C'est ceux-là qu'on appelle Enozedo Ayame, c'est-à-dire qu'on les isole, pour les empêcher de créer des ennuis dans la population. Parce qu'à un endroit où il y a eu un accident et que la purification n'est pas faite, ce que nous appelons par exemple le rituel à l'énergie Dieu Mas, à goût, connu chez nous sous le nom de goût, si ce n'est pas fait, cet esprit-là va continuer par errer à cet endroit précis. Et va vouloir agrandir son égrégore et va provoquer à chaque fois des accidents. Voilà, autant d'étapes à donc franchir avant d'arriver à une cérémonie de purification de façon générale. Mais est-ce que ce n'est pas seulement un état d'esprit quand même, la purification, la réconciliation et consorts? Oui, en fait, il faut dire que je vous ai déjà dit que je salue, je respecte totalement la démarche et la méthodologie proposée par le professeur, mais elle n'est pas la mienne, parce que moi, je suis dans le référentiel mental. Et dans le référentiel mental, je prends par exemple le carrefour à Kosombo. Lorsqu'on l'appelait le carrefour la mort, on sait combien d'accidents il y avait. Lorsqu'on a commencé par l'appeler carrefour la vie, on sait combien ça a anéanti les accidents. Donc il y a aussi une autre façon de voir les choses, une autre façon d'appréhender les choses, et c'est dans cette autre façon que je suis. Parce que comme le professeur le dit, même dans ce rituel, il peut y avoir des erreurs. Et certainement, au-delà du fait que, en tant que professionnel de la chose, il a vu les erreurs qui ont été commises, mais au-delà de ça, même en respectant ce rituel, il peut y avoir des erreurs. Par exemple, quand il prend le fait d'immoler des animaux, vous voyez, quand nous manipulons le sang, et il le connaît mieux que moi, quand nous manipulons le sang, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est pour dire que véritablement, moi, dans ma logique, dans ma méthodologie de travail, c'est qu'il faut justement sortir de l'état d'esprit des gens, l'avènement du mal, l'avènement de ces choses-là. Et donc, une cérémonie de purification, pour moi, consiste justement à sortir de l'état d'esprit des gens l'avènement du mal. Or, dans le cas du Togo, c'est vrai que je n'ai pas vraiment suivi le truc là, c'est quand les événements se sont produits que j'ai fait un feedback sur les éléments que je peux retrouver par rapport à ça. Mais je crois
qu'à force de répéter tout le temps pourquoi on est en train de faire ces choses-là, on a ramené dans le mental des Togolais l'avènement de la violence. Parce qu'il n'y avait pas violence, mais en voulant faire la cérémonie, il a fallu justifier la cérémonie. Et en voulant justifier la cérémonie, on a dû rappeler à leur mémoire l'avènement de la violence. D'où, certainement, l'esprit a produit la réalité. Mesdames, Messieurs, nous avons conscience qu'il ne suffit pas de changer l'unité de l'année pour que la vie change. Ce n'est pas parce que nous changeons d'année que le 1er janvier 2018 est fondamentalement différent du 31 décembre 2017. Il y a bien plus de continuité que de rupture entre ces deux jours. Cependant, chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions ainsi que de nouveaux vœux. Alors, qu'est-ce qui est plus important à partir de cet instant? Entrer donc dans une nouvelle année ou dans une nouvelle dimension de notre existence. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue donc sur SICA et c'est bien sûr votre émission Ici et Ailleurs. Alors ceci étant, je crois que entrer dans une nouvelle année, c'est entrer dans une nouvelle dynamique. C'est vrai que d'abord, les bénédictions sont source de Dieu, sont accordées par la grâce de Dieu. Les bénédictions sont divines, elles viennent de Dieu. Mais chaque être humain a un rôle important à jouer pour l'accomplissement de ces bénédictions. Il ne suffit pas de dire ou de se faire des vœux ou de faire des vœux à l'autre pour la nouvelle année et de façon magique ou automatique, nous voyons cela s'accomplir. C'est Dieu qui est l'auteur des bénédictions. C'est lui qui nous donne également la perspective de planifier, la dynamique d'évoluer, la dynamique de gérer, la dynamique stratégique et organisationnelle pour pouvoir travailler nous-mêmes à l'accomplissement de nos vœux. Si je dis, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la paix, je vous souhaite le bonheur, mais en retour, vous-même, vous avez quelque chose à faire pour le plein accomplissement de ces vœux. Vous ne pouvez pas croiser les bras pour dire que puisqu'on m'a fait des vœux pour la nouvelle année, ça va s'accomplir de façon iso facto. Certes, c'est Dieu qui est à la base de tout cela, mais il a besoin quand même que nous déployions un petit effort pour l'accomplissement de ces vœux. Bon, c'est une formalité et on se sacrifie à ça. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Les jeunes doivent prendre conscience de ça, que quand tu formes des vœux, tu vas faire ceci et tu restes là. Parce que la Bible me décourage. Parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup ne réalisent pas leurs vœux? C'est qu'ils ne travaillent pas à l'accomplissement de vœux. Et la Bible même l'a reproché qu'il y a des gens qui s'occupent des futilités. Quand tu vois dans le livre de Proverbes, la Bible dit que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Je vais réussir, mon Dieu est tout puissant, c'est ça, là, c'est pas ça, Dieu est tout puissant, Dieu me met à travailler, si Dieu ne travaille pas, vous voyez le monde tel que c'est constitué, tout ça, Dieu a travaillé par rapport à ça. Donc Dieu même n'est pas un paresseux. C'est parce qu'il n'est pas paresseux qu'il a réalisé tout ce que nous voyons. Et par conséquent, nous devons imiter Dieu, puisque la Bible dit que nous sommes aussi des dieux dans le livre de Proverbes. Et Jésus a rappelé cela quand les pharisiens l'accusaient pour dire que toi qui es homme, tu te fais fils de Dieu. Et il leur a dit, n'avez-vous pas lu dans votre parole que vous êtes des dieux? Donc, en nous sommes des dieux, des petits dieux, pas Dieu pour prendre la place de Dieu. Et Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Donc, il faut avoir foi en ça, que je peux faire des choses de plus grandes. Je vais laisser des traces. Ceux qui laissent des traces aujourd'hui, les gens sont morts, on continue de parler d'eux, ils ont laissé des traces. Et c'est la détermination qui amène là-bas. Donc aujourd'hui, les chrétiens doivent se réveiller et ne pas se limiter aux vœux, ceci, ou bien s'accrocher simplement aux promesses faites dans la parole. Non, les promesses sont conditionnelles. Quand tu fais ci, tu vas voir ci. Alors, pasteur, les hommes manquent alors de conviction. Oui, je remercie le pasteur pour son développement de conviction profonde. Parce que lorsque dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, qui a un seul chapitre, au verset 2, il dit cher bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait qu'il a formulé pour la communauté joannique. Alors, lorsqu'il dit ça, ça doit être accompagné d'une action. Alors, il faut d'abord, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas, comme l'a dit Hébreu. Donc ça veut dire que je suis sûr que ça va s'accomplir. Je suis rassuré que ça va s'accomplir. Et si je suis sûr que ça va s'accomplir, ça veut dire que j'ai la conviction profonde, comme vous dites, j'ai la conviction profonde que cela va s'accomplir. Maintenant, pour que cela s'accomplisse, il faut que je mène une action. Donc l'action doit suivre la conviction. Une conviction sans action n'est pas une conviction, elle est une illusion. Mais vous pensez qu'on travaille beaucoup aujourd'hui vers l'action en Afrique? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la faute à qui? Bon, je crois, je ne sais pas, la faute. Au niveau de vous, les églises par exemple, est-ce que vous amenez les fidèles à croire en leur potentialité? C'est justement le travail de l'église. Sur le plan spirituel, il faut monter, il faut engager les gens par rapport à leur potentialité et qu'ils développent ces potentialités, qu'ils mettent à nu ces potentialités. Mais ça fait ça fait déjà des siècles que l'Église est sur le continent. Mais pourtant, nous sommes à la traîne. Ça veut dire que le travail n'est pas fait comme cela se doit. Nous devons le reconnaître que nous ne travaillons pas comme cela se doit. Ce n'est pas seulement au Bénin, en Afrique, de façon générale, nous ne travaillons pas comme cela se doit. Nous devons nous remettre au travail. Vous voyez les gens qui n'ont même pas d'heures de repos, qui travaillent à 24 heures sur 24, qui travaillent de 8 heures à 22 heures. Ils sont dans les usines, ils sont dans les plantations, ils travaillent. Et il a bien dit, si nous avons la facilité de la vie aujourd'hui, nous avons l'ultra-communication aujourd'hui autour de nous, c'est grâce à des personnes qui ont sacrifié leur vie par le travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail, qui était une valeur, constitue d'être une valeur. Donc le travail est une valeur et nous devons pérenniser cette valeur. C'est par le travail que nous pouvons contribuer efficacement et pleinement au développement de notre nation. Donc sans le travail, lorsqu'on ne se met pas correctement au travail, c'est qu'on est en train de creuser notre sous-développement. Donc c'est le manque de volonté, manque d'abnégation, manque de détermination pour la valeur que constitue le travail qui creuse notre sous-développement et qui est en train de nous aliéner. Donc, pour pousser, pour booster notre développement, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, nous devons nous mettre au travail. Donc, le travail, c'est une valeur et nous devons pérenniser cette valeur. Coach Kadja, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse peut davantage se prendre au sérieux et nourrir véritablement une certaine vision pour son lendemain, surtout pour le lendemain de l'Afrique? Oui, ça, c'est ce qu'il faut. D'abord, il faut une vision. Il faut un rêve. Quand tu es un homme, tu n'as pas de rêve. Tu n'as même pas ta raison de vivre sur la terre. Ah bon? Il faut avoir un rêve. Si tu n'as pas un rêve, tu vas où? Aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Vous allez voir des étudiants même qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Des gens qui vont au bac, il est reçu au bac. Qu'est-ce que tu veux faire? Il voit que je vais m'inscrire. Et il ne sait pas. Maintenant, tu lui dis, mais tu veux t'inscrire, d'accord. Tu veux devenir quoi dans la vie? Et je voudrais ajouter... Quelle est ta vision? Quand il parle de rêve, ce n'est pas nécessairement sur le plan spirituel. C'est en termes d'objectifs. C'est ça. Que chaque vie doit avoir un objectif global et des objectifs spécifiques. Et il faut avoir une planification, une organisation stratégique pour atteindre ces objectifs. Donc, comme je disais, il faut avoir d'abord le rêve. Maintenant, quand tu as le rêve, il faut 4 choses. Première chose, le désir d'accomplir le rêve. Deuxième chose, la détermination. Troisième chose, la discipline. Quatrième chose, la diligence. Mais là, les gens... À quel niveau, la plupart du temps, vous notez que la jeunesse a fauté sur les 4? Ils n'ont pas de vision d'abord. Ça commence d'abord là. Toi-même, va dans une classe de terminale, demande qu'est-ce que tu veux devenir demain. Il ne sait pas. Donc, l'Église aussi a la responsabilité de travailler par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est d'où la nécessité vraiment d'avoir certaines notions de coaching pour pouvoir, parce que l'Église, c'est des milliers de personnes que nous drainons. Maintenant, le tout, c'est pas qu'ils vont venir à l'Église chanter Alléluia, Hosanna et tout ça, aller louer Dieu, prier. Donc, il faut que chaque citoyen, chaque citoyen doit avoir le rêve. Je veux devenir tant. Je veux devenir un docteur. Je veux devenir un magistrat. Je veux devenir un homme d'affaires. Voilà le rêve. Maintenant, il faut le désir vraiment pour l'accomplir. J'ai le désir de le faire. Et par conséquent, quand tu as ce désir, personne ne va même te dire est-ce que tu as déjà fait ceci, est-ce que tu as déjà fait ceci avant de faire quoi que ce soit. Même si tu es élève, tes parents n'ont même pas besoin de te dire est-ce que tu as déjà appris tes leçons avant que tu n'apprennes, parce que tu as un objectif à atteindre.
je vais vous dire, le vrai chemin de la réussite, c'est le voyage vers soi-même. C'est la découverte de moi-même, de ce que Dieu a déjà mis comme dépôt en moi. Oui, mais c'est un langage que tout le monde tient. Ah non. Découvre-toi toi-même. Non, on ne le fait pas. Non, non, nous on le fait. Nous on le fait. On a même codifié, j'ai sorti un livre sur le processus du voyage vers soi. Parce que lorsque je me découvre moi-même, à partir de cet instant, ce n'est pas un étranger qui viendra me dire qui je suis. Ce n'est pas un étranger qui viendra me dire comment je vais adorer Dieu. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le professeur a reconnu qu'il y a des courants de changement au niveau de l'Église chrétienne. Mais il a fallu des gens comme nous pour dire, mais écoutez, c'est bête de vouloir dire ceci. C'est bête de vouloir dire ceci. Mais il a fallu qu'on découvre des choses. Je vais vous donner un exemple. J'étais sur un plateau, un pasteur dit que toute personne qui n'a pas découvert Jésus avant de mourir est en enfer. Je dis, pasteur, tu as été envoyé en enfer par ta bouche tous tes ancêtres. C'est leur faute si aucune Bible n'est venue en Afrique quand eux, ils étaient vivants. Mon arrière-grand-père avait 3 phases dans la bouche. Et sous Dowago, on peut fermer tous les trous. Mais on ne peut pas empêcher l'eau de rentrer dans une noix de coco. L'agitation ne coupe pas l'âme du marché. On était ici quand le marché a commencé. On sera ici quand le marché va s'arrêter. Ces 3 phrases-là, il a utilisé ça pour combattre qui que ce soit. Le roi Béanzé l'a fait arrêter. On l'a enfermé 41 jours avec des morts. Pendant 41 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Mais il était là avec des morts, en train de répéter la même phrase. Il a dit à Gedegbe quand il voulait fermer la porte, va dire au roi Béanzé que j'étais ici quand vous avez fermé, je serai ici quand vous allez ouvrir. 41 jours après, on a ouvert, il est sorti. Nous, on appelle ça parole incantatoire. Mais les mêmes phrases sont revenues dans la Bible. Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il suffit que ce soit écrit dans la Bible, c'est accepté. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, on rejette. Or, devenons intelligents. Dieu nous a créés avec une capacité de réfléchir. Mais les premiers pères missionnaires qui sont venus avaient pour mission de tuer en nous toute capacité de réfléchir. Voilà tout le problème. Alors, si un homme de Dieu, quel que soit, j'ai toujours dit aux gens, même si Patrick Aman-Pouillon parle, il faut que tu analyses le caractère logique de ce qu'il dit. Si ce n'est pas cohérent, tu dois rejeter. Voilà de quoi il s'agit. Donc, si tu vas t'asseoir comme un mouton là-bas et qu'on fait de toi un mouton, ce n'est pas ma faute. Et moi, je ne vais pas faire chose là. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame à Porto-Vaux. Elle dit, ma voisine a tous les problèmes du monde. Ça ne va pas. Avec son mari, problème. Santé, problème. Ses enfants, problème. Je lui dis, viens aux rencontres des ambassadeurs de développement. Le coach Pouillon va animer lui-même. Non, c'est secte. J'ai dit, oubliez-la. Elle n'a qu'à rester dans sa galère. Quand elle va aller là-bas, Dieu va la fesser pour lui dire, je t'ai envoyé des gens pour t'édifier, pour te sortir. Donc bref, si nous sommes là sous l'emprise de qu'est-ce que nous connaissons aujourd'hui, allez lire le discours du roi belge quand les pères missionnaires venaient. Il a tout dit. Allez les abrutis. Faites en sorte qu'ils adorent la pauvreté, qu'ils n'aiment pas la richesse. Il est allé jusqu'à dire, dites-leur que s'ils ne se mettent pas à genoux pour prier, les prières ne monteront pas. Résultat, on est assis, on est à genoux du matin jusqu'au soir en train de prier et tu as fait ça toute ta vie et ça n'a pas marché et tu continues la même chose. Tu es allé à une convention une fois, 2 fois, rien n'a changé dans ta vie et tu continues d'aller, ça fait ton problème. Donc vraiment, il faut dire que nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas fait esclaves de qui que ce soit. Dieu nous a rendus libres et c'est à nous de décider. Un exemple très simple, une femme qui veut sortir. Le dernier exemple. Elle veut sortir pour aller à l'église. Son pasteur, son mari lui dit, j'ai envie de toi. Et jamais. Et je ne veux pas laisser Dieu. Oh, c'est écrit dans la Bible. Quand tu as un problème avec quelqu'un et tu viens avec moi, Dieu, laisse d'abord ton offrande, va régler le problème que tu as avec la personne avant de venir. Sinon, ta prière ne sert à rien. Et tu as laissé un monsieur fâché à la maison, tu es venu alors que la bonne est dans les parages et après tu dis que ton mari t'a trompé. C'est quoi ça? Professeur David Kofi-Azar, vous l'avez également dit ici à travers donc les questions de vision, que l'on doit aller vers la connaissance de soi. Mais finalement, quel est le procédé? Bon, on n'est pas à révéler tout ici, mais dites-nous quand même la grande partie, et le reste, on verra. Vous savez, nous, de la tradition, le premier conseil, je veux dire, c'est d'abord l'initiation de phare. Vous faites l'initiation de phare, on vous révèle votre signe du phare. Et à travers votre signe du phare, vous commencez par vous découper. Votre signe du phare vous dit qui vous êtes. Vous explique, vous donne les outils pour vous apprécier vous-même. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan professionnel, même sur le plan relationnel, même sur le plan sanitaire, vous avez des outils d'information qui vous permettent de vous connaître. Et maintenant, à partir de là, vous commencez par vous observer vous-même.
Et là, vous allez commencer par vous découvrir vous-même, petit à petit, parce que chacun de nous a une constitution qui lui est particulière. Tout est permis, tout est possible, mais tout n'est pas permis à tout le monde. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, alors que votre voisin d'à côté le fait sans problème. Donc, c'est à partir de là que vous allez commencer à vous découvrir peu à peu. Maintenant, ça, c'est le volet purement, je dirais, matériel. Mais il y a le volet spirituel, qui est très important. Peut-être que je vais décevoir beaucoup de gens. Ce n'est pas à l'église qu'il y a Dieu. Non. Et ça où? Il n'est nulle part. Parce qu'on dit qu'il est invisible? Pas parce qu'on dit qu'il est invisible. Vous savez, Dieu ne peut engendrer, ne peut être engendré. Le plan qui se pose ici, c'est quoi? C'est que tout ce que Dieu a touché ne peut pas ne pas véhiculer une partie de son énergie. J'étais en 2012 à Ouida, dans le cadre d'une convention. Et je faisais l'animation. Et à un moment donné, on m'a donné des mouchoirs jetables, j'ai essuyé ma sueur, j'ai déposé. Le coach Ben Barry, que tout le monde connaît au Bénin, vient doucement, glisse par terre et prend le mouchoir, met dans sa poche, parce que pour lui, ce mouchoir-là va lui porter bonheur, chance, protection. Et à la fin, maintenant, je prends la parole. Et je dis, ce n'est pas moi qui fais. C'est les outils qui font. Si vous utilisez les outils que je vous ai donnés, vous serez plus puissant que moi. Mais si vous n'utilisez pas ça, et vous pensez que c'est moi je fais, vous n'avez rien compris. Il dit, ah, il s'est dit, donc vos mouchoirs là, ça ne sert finalement à rien. Donc c'est important de permettre à chacun de comprendre. J'étais à Boycon. Une dame vient me voir pour dire que sa fille est soi-disant malade mentale et dans un centre psychiatrique. J'étais en train de rentrer dans ma voiture et elle me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis prends de l'eau minérale et répète-moi dessus amour merci pendant 30 minutes et amène à ton enfant. Elle a amené l'eau, la fille a bu. Depuis ce jour, tous les jours, la fille réclame de se laver, elle se lave elle-même, elle s'habille normalement maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai voulu qu'elle comprenne que Dieu est en elle et peut agir. Donc, je lui ai donné une formule. Et on a étudié ça dans des laboratoires où on a constaté que quand on prend de l'eau minérale, l'eau posotomée et autres, vous prenez ça et vous répétez des mots négatifs, la haine, la méchanceté, pendant 30 minutes, on analyse les molécules au laboratoire, ça déforme les molécules de l'eau et ça devient poison. Si vous rentrez dans une boutique, vous voulez acheter de l'eau minérale, la dame se plaint là, laissez son eau. Vous rentrez dans un restaurant, la dame est en train de se plaindre là, laissez son repas. Sinon, vous êtes en train de manger des choses dangereuses. Donc bref, cette dame l'a fait. Parce que je veux qu'elle comprenne qu'il y a Dieu en elle. Donc, elle peut le faire aussi.